merci pour l'introduction. Et puis c'est un plaisir renouvelé en fait toujours parce que au-delà de ça et de la présentation, je suis aussi un geek en puissance comme beaucoup de personnes, je pense, dans cette salle. J'apprécie la technologie, j'utilise la technologie au quotidien et je dirais j'ai cette croyance aujourd'hui que l'avenir du vétérinaire en fait c'est de se faire épauler, pas supplanter par l'IA ou par les aides numériques, mais vraiment en fait de se faire aider pour gagner du temps, un temps précieux qui peut nous permettre de faire d'autres choses, pas que notre travail, et aussi d'être plus performant dans ses diagnostics et dans ce qu'on va identifier comme élément clinique dans sa pratique. Juste pour un petit tour d'horizon, qui est praticien, qui voit des animaux au quotidien dans la salle? Ok, pas la majorité, les autres sont restés au lit. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un focus vraiment dédié à l'utilisation en fait de technologies pour le diagnostic précoce de maladies rétiniennes chez l'animal de compagnie et en particulier chez le chien. Cette présentation, elle fait écho à une publication en fait qui vient de sortir dans Veterinary Ophthalmology en fait où j'ai pu travailler dessus, où Franck Noël a pu aussi contribuer avec sa patte pour la partie statistique, où on a regardé un petit peu tous les dispositifs actuels à disposition du vétérinaire en pratique, utilisant le smartphone pour faire de l'imagerie en fait du fond d'œil. Alors ça peut pas forcément vous parler à grand chose en fait, à quoi ça peut servir, etc. pour les non-praticiens. Le principe est simple, c'est que la rétine, c'est la partie qui est postérieure à votre œil, sur laquelle l'image va se former, où il y a un ensemble de systèmes qui vont convertir en fait l'information lumineuse en électricité qui va remonter au cerveau. C'est le siège aussi de remaniement potentiel en fait au niveau de cette rétine. Donc lors de l'examen, ça fait partie de l'examen clinique général d'un animal, mais qui malheureusement est méconnu par les praticiens vétérinaires parce que malheureusement pas assez formés en école, pas forcément du matériel à disposition en fait pour réaliser ces examens en fait en pratique. Aujourd'hui, la problématique, il y a 4 points principaux qu'on va rencontrer en fait de maladies rétiniennes rencontrées, que sont la rétinopathie hypertensive, surtout chez le chat. Quand on a de l'hypertension artérielle, certains peut-être dans la salle en ont, d'ailleurs chez l'humain ça existe aussi, les vaisseaux rétiniens sont tellement fins, petits, qui vont subir des augmentations de pression, et ça va être parfois les premiers signes en fait de pathologie, avec des vaisseaux qui vont devenir plus tortueux, des décollements rétine qui à terme peuvent évoluer vers la cécité, donc la perte de la vision, donc la fonction de l'œil finalement, qui peuvent être réversibles mais souvent irréversibles. Et là le praticien a son rôle justement d'aller examiner ces animaux pour aller voir justement ces vaisseaux qui vont être modifiés dans les premiers stades, et même pour un examen lors d'une consultation annuelle de santé et vaccinale, c'est quelque chose qui est vraiment important. Des dégénérescences, donc qu'on appelle les atrophies progressives de la rétine, en fait, chez l'animal. C'est un petit peu, quand je fais un peu de prosélytisme, je vais parler un peu de la DMLA en fait chez l'humain. C'est le pendant en fait animal de la DMLA aujourd'hui, et qui peut justement être décelé dans les stades précoces. Il y a des études qui prouvent que la thérapeutique est intéressante dans les stades précoces. Et malheureusement, le propriétaire, qu'est-ce qui se passe quand il a son animal en fait, quand il a une pathologie évoluée, il va seulement consulter à ce moment-là. Mon chien se cogne dans les murs, etc. Et nous on les regarde en fait désarmés. J'en ai encore eu un hier où les gens me disent: est-ce que docteur, je serais venu il y a 1 an ou 2 ans, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper et traiter potentiellement? Et la réponse est oui. Et malheureusement, c'est son praticien n'est pas équipé, ne réalise pas ses examens de manière routinière et ne pouvait pas déceler cette pathologie. Ensuite, vous avez les pathologies inflammatoires, les rétinites, ainsi que des neuropathies optiques qui sont un peu plus, je dirais, moins connues et moins fréquentes. L'examen du fond d'œil, c'est ce que je vous disais avant. Donc les praticiens aujourd'hui, en fait, ont un souci majeur, c'est soit ils ne maîtrisent pas l'acte, soit sinon, en fait, ils n'ont pas appris à le faire, ou soit sinon, ils doutent de leur capacité. Alors qu'on verra dans l'atelier tout à l'heure, pour les praticiens qui vont nous rejoindre, c'est quelque chose de tout à fait aisé et facile. Il faut effectivement, il y a certains codes, certaines règles en fait à connaître dans cet examen. Et aussi, l'autre souci, c'est un souci matériel. Aujourd'hui, les dispositifs dont on bénéficie, moi, en pratique exclusive en ophtalmologie, un appareil de rétinographie, donc pour faire un examen de rétine et des photos, coûte entre 8 et 9 000 euros à peu près. Ce qui est un investissement qu'un praticien généraliste solo, à 2 ou 3 vétos, ne peut pas forcément en fait, se porter. Et c'est là où le smartphone va apporter un plus, puisqu'il va être un support, on va pouvoir adapter des systèmes pour justement imager la rétine à moindre coût. Et puis l'autre point fondamental, c'est que les vétérinaires souvent se sentent démunis parce que même s'ils ont, vous avez le petit ophtalmoscope direct qui permet de regarder, on ne peut pas faire de prise de vue en fait avec le dispositif. En fait, vous ne pouvez pas imager, pas envoyer à un confrère ou envoyer sur Internet, etc. Donc ça vous limite en fait dans votre appréciation, dans l'aide diagnostique dont vous pouvez bénéficier par des confrères ou consoeurs. Alors pourquoi finalement le diagnostic précoce est un enjeu majeur en fait aujourd'hui en ophtalmologie vétérinaire?
comme je vous disais avant, c'est que la plupart des maladies sont silencieuses et ne sont constatées, diagnostiquées qu'en fin d'évolution, en fait, là où malheureusement il n'y a plus rien à faire. À la différence de chez l'homme, par exemple, où le glaucome, lui, par exemple, va s'accompagner d'un rétrécissement de champ visuel. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez noter. L'animal, malheureusement, ne peut pas faire part à son propriétaire de dire « je vois comme dans un tunnel, là, il y a un truc qui cloche » ou « je vois moins bien la nuit ». Et souvent, les propriétaires ont une certaine routine, ne se rendent pas compte. Et nombre de propriétaires, je leur apprends en consultation que leur animal est aveugle, ou des fois, c'est à l'occasion de déplacer un meuble chez eux, qu'ils voient que le chien, finalement, saute dans le vide alors qu'il voulait viser le canapé, mais le canapé a été déplacé. Donc ça peut paraître drôle, mais effectivement, c'est du vécu. Le pronostic va être essentiellement lié au stade d'évolution des pathologies. Comme vous allez pouvoir voir en fait ici sur ces diapositives, là ce sont des images de rétinopathie hypertensive chez un chat avec un décollement rétinien. On voit ici le nerf optique qui se trouve ici et les feuillets de la rétine qui sont complètement décollés. Par chance, ce chat a bien répondu à la thérapeutique et on peut faire aussi un suivi grâce à ça, grâce à ces photographies. Il y a aussi un rôle au fait de communication au propriétaire pour qu'il réalise en fait la gravité de la situation et aussi de l'amélioration liée au traitement pour favoriser l'observance. Donc le pronostic est essentiellement donc, lié au stade, surtout sur l'hypertension féline et les dégénérescences rétiniennes comme je vous disais avant. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, en fait, et c'était l'objectif de l'étude qu'on a conduit donc au sein de ma structure, c'est de prouver que l'imagerie rétinienne, en fait, assistée par smartphone, est vraiment quelque chose de techniquement viable et peut être, je dirais, comparé aux techniques classiques d'imagerie de rétine avec des appareils dédiés. Donc là, c'était vraiment l'idée de notre projet de réflexion. Le second point que je vais vous exposer en fin de présentation, c'est quelle est la place de l'intelligence artificielle dans l'aide au diagnostic actuel en rétine chez les animaux. Alors historiquement, voilà, donc ça c'est ma stagiaire préférée, qui vient très régulièrement à la clinique. C'est une véto qui a un CE d'ophtalmologie et qui vient à peu près tous les 2 mois. Elle aime bien tout ce qui est nouvelles technologies, appareils, etc. Et on a mis au point, avec un collègue, avec Florent Jaboulet, il y a quelques années, un dispositif en fait 3D, donc en impression 3D, qui permettait d'intégrer le téléphone et mettre une lentille, puisque malheureusement, pour regarder le fond d'œil, si vous regardez un œil directement, votre smartphone ne vous permet pas de regarder le fond de l'œil. Le principe physique, c'est que entre les deux, entre votre œil et la rétine, vous avez un cristallin. Ce cristallin, c'est une lentille convergente qui aussi inverse les images. Donc il faut interposer une lentille compensatrice, en fait, qui va être posée comme sur l'image là avec le chat. Ça, c'est quand on fait un examen direct, donc vous allez regarder avec une lampe, qui peut être votre smartphone, un transilluminateur ou quoi ou qu'est-ce, et vous allez pouvoir en fait visualiser la rétine. Le souci, c'est que quand vous avez la lumière en main, la lentille en main, il vous manque une main pour ouvrir l'œil du patient, en fait. Et souvent, l'assistant ne peut pas vous aider. Donc, on a eu l'idée d'un système, en fait, comme ça, tout intégré, qui tenait la lentille pendant qu'on écartait l'œil. Un dispositif assez sympathique, puisqu'en coût de production, on était sur une vingtaine d'euros à peu près, avec une lentille jetable qui coûtait une trentaine d'euros. Donc, pour 50 euros, tous les vétérinaires pouvaient s'équiper. Alors, on a regardé, en fait, le principe, on a essayé de le diffuser à des confrères qui, malheureusement, avaient un souci, c'était l'ergonomie. C'était pas pratique, l'image était inversée, c'était déplacé. Et donc au final, ça restait dans un placard. Donc malheureusement, on s'est dit, tiens, c'est peut-être pas la bonne piste. D'autres professionnels ont développé, il y a une société italienne, malheureusement, il ne se fait plus, en fait, ce genre de dispositif qui s'adaptait directement sur la coque d'un smartphone et qui le transformait, en fait, en ophtalmoscope direct, donc quelque chose d'assez intéressant, parce que ça permettait d'examiner la rétine. Alors la qualité était assez maigre, ça exploitait le flash du téléphone portable qui était souvent trop puissant, en fait, pour regarder la rétine, donc on avait des réflexions trop fortes. Vous avez tous conduit en fait et vu un animal sur le bord de la route. C'est le même principe quand on vous illuminez, vous avez ces ronds jaunes, verts en fait qui apparaissent à vous. Et la lumière du smartphone est malheureusement des fois trop importante en fait pour bien voir les lésions. Donc rapidement, ces dispositifs ont laissé place à des dispositifs, je veux dire, de seconde génération, des appareils qui vont être dédiés et qui ont comme dénominateur commun en fait l'utilisation du smartphone comme système d'imagerie. C'est-à-dire on utilise la caméra du smartphone pour prendre les images. D'accord. Plusieurs marques se sont répandues, essentiellement en fait, alors malheureusement pas de marque en Europe, donc des marques américaines en fait, donc on va retrouver essentiellement donc Volk et OptiBrand et des sociétés en fait coréennes, donc en Corée du Sud l'essentiel, donc Ocuvette avec la BSD et WikiOptics avec le NUN. Donc vraiment des dispositifs qui sont adaptables en fait au téléphone portable avec différentes qualités et inconvénients. Moi personnellement aujourd'hui ma préférence elle va nettement vers le NUN de chez WikiOptics qui pour un usage en fait coutumier pour moins de 700 € permet aux vétérinaires praticiens de mettre n'importe quel smartphone en fait sur ce dispositif et d'imager la rétine. Les autres dispositifs présentent un inconvénient
pour moi je trouve majeur ou limitant, qui est l'utilisation d'un smartphone dédié, en fait, qui n'est pas le vôtre, vous ne pouvez pas envoyer à vos contacts, etc. Donc voilà, qui sont les autres systèmes, les autres dispositifs. Donc l'objet de mon étude, c'était vraiment de se dire, voilà, que valent ces dispositifs par rapport à un étalon, par rapport à un appareil de référence, et est-ce qu'on peut les exploiter en pratique? Donc l'étude portait en fait sur 40 yeux, donc on a pris 10 chiens, 10 chats, avec des pathologies ou non, en fait, qui ont été présentées. On a comparé les 4 dispositifs, en fait, donc qui étaient le système de Eye Examiner pour Panoptic, le NUN de chez Wikioptic, l'OcuView, l'Ocuvette de chez LabSD, et le dernier qui était le rétinographe de chez Volk. Ils ont été comparés par rapport à cette machine, c'est ça la machine à 8 000 €, qui est l'Aurora en fait, de chez Optomed, qui est vraiment un appareil dédié, qui intègre directement un système photographique dans son système, c'est les images que je vous ai montrées juste avant. Le principe, c'est que donc, on les a tous comparés entre eux, et on les a comparés aussi par rapport à la référence dans un second temps. On a évalué plusieurs paramètres, en fait, que sont le temps d'acquisition, c'est-à-dire que alors c'est bien beau de mettre un smartphone dessus, mais si vous mettez en fait 3 fois le temps en fait par rapport au dispositif de base, l'animal a une patience relativement limitée, donc ça peut être contraignant. On a jugé aussi la qualité de l'image. Alors cette qualité de l'image, elle a été appréciée par des spécialistes en ophtalmologie. Il y a 32 confrères vétérinaires à travers le monde qui ont apprécié de manière en fait totalement masquée. Ils ne savaient pas quelle image appartenait à quel appareil, et ils ont attribué des notations comparatives et aussi des notations absolues par rapport à l'appareil. Et puis aussi dans l'absolu, en fait, une évaluation personnelle sur ma préférence sur l'utilisation au quotidien, parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que c'est facile de mettre son téléphone dedans? Est-ce qu'il faut régler des paramètres, etc. Est-ce que le logiciel est réactif, etc. Autant de choses en fait qui ont été évaluées. Les résultats sont relativement sans appel, puisque en fait on s'amusait également, je vous ai pas dit ça aussi, quand on fait un examen rétinien, vous êtes déjà allé chez votre ophtalmo, souvent il vous dilate la pupille. Hein. L'idée, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure sur les chiens. La pupille, c'est cette petite partie noire dans votre œil qui va être grande quand vous êtes dans l'obscurité, pour laisser rentrer plus de lumière dans votre œil. Et là, le principe est le même, c'est-à-dire que techniquement, donc on va dilater artificiellement pour regarder en fait à l'intérieur de l'œil plus facilement. Donc tous ces chiens ont été dilatés sur un œil et non dilatés sur l'autre. Et on a comparé aussi les résultats entre les yeux des chiens pour voir effectivement s'il y a un avantage de dilater ou pas. Globalement, sur les résultats aujourd'hui, en fait, on a eu 100% de réussite, quel que soit le dispositif. C'est-à-dire que sur les 40 yeux qui ont été examinés, en fait, on a eu 100% de réussite, on a obtenu des images dans tous les cas. On a dilaté ou pas, en fait, donc par rapport à ça, et on a vu que finalement la midriase n'influençait pas finalement la qualité du résultat final, et la qualité globale, en fait, qui va varier suivant les dispositifs. Je vous ai mis ici sur cette photo un comparatif en fait par appareil, avec donc l'appareil de référence, en fait, hein, donc l'Aurora ici, donc sur ces premières lignes, des images qui pour moi sont les plus satisfaisantes, et vous allez pouvoir juger en fait sur les 4 autres appareils donc testés, des variations en fait qui vont être, si vous regardez par exemple sur cette première colonne, des variations sur la luminosité, sur les couleurs en fait qui sont présentes. J'insiste en disant qu'on n'a absolument pas changé les couleurs, on n'a pas mis de filtre ou de choses comme ça sur ces images. Donc ça, c'est la couleur native en fait qui est réalisée en fonction des dispositifs. Donc on voit que de l'un à l'autre, on a des changements en fait colorimétriques qui sont relativement importants, et des changements aussi sur l'angle de perception. C'est-à-dire que vous avez certains appareils qui ont un champ d'exploration qui sont restreints. Alors il ne faut pas rêver, les moins chers permettent une exploration plus restreinte, mais par contre grandement supérieure à ce qu'on peut avoir avec des ophtalmoscopes directs en pratique. Le classement que tout le monde attend, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, l'appareil qui se détache le plus, c'est un appareil donc sud-coréen qui s'appelle l'Ocuvette. Alors, ne le cherchez pas, il n'est pas encore commercialisé, c'est un appareil en test, mais qui va l'être. Son coût, parce que beaucoup vont me demander combien ça coûte, il va être évalué à peu près à 3 000 € en fait en prix de vente. Donc, on est quand même sur un tarif quand même déjà assez conséquent. Vrai avantage, c'est lui qui offre le plus grand champ d'observation, donc qui est comparable à celui de l'Aurora. Il arrive largement en tête en fait au niveau des résultats des votes, puisqu'on a fait les votes cumulés, et en fait il a eu plus de la moitié des suffrages sur la globalité du sondage. Le deuxième, donc c'est la solution américaine en fait, donc le VistaView de chez Volk, qui lui coûte un peu moins de 2 000 €, donc relativement accessible, qui lui concentre à peu près un tiers des votants. Ensuite arrive donc le NUN. Pour moi, le NUN, je vous ai dit, c'est ma préférence absolue, puisqu'un appareil qui coûte très peu cher, moins de 700 €. Je pense personnellement qu'il y a eu un biais dans l'étude. On avait demandé aux examinateurs de ne pas tenir compte du champ d'observation en fait, dans l'évaluation des photos. Mais pour moi, clairement, la qualité des images, si on fait abstraction de ce champ d'observation, est extrêmement qualitative, extrêmement intéressante. Souvent, je dis aux gens, regardez là, en fait, pour dire que pour cet appareil qui s'adapte sur n'importe quel smartphone, on a tout de même en fait des images de qualité, mais certes qui sont sur un champ d'exploration un peu plus restreint.
Donc, quand on compare aussi ces systèmes par rapport au système référence, on peut se dire que tiens, le système référence, c'est 100% des images qui sont toujours meilleures que les autres dispositifs. Et bien en fait non, on a vu que c'est seulement le cas dans près de 80% des cas, mais dans 22,5% des cas, les autres dispositifs assistés par smartphone, donc moins chers, moins onéreux et plus adaptables, en fait, sont plus performants que la référence. Donc c'est quand même un enseignement assez intéressant de l'étude, avec toujours pareil, au cuvette qui arrivait en fait en tête, avec 15% des examens qui étaient supérieurs à la référence, et le VistaView en fait avec 7,5%. Les autres solutions donc étaient jamais jugées supérieures à la référence dans l'étude. Alors donc je vous disais en fait pourquoi est-ce qu'on a des différences en fait par rapport à ces systèmes, parce qu'en fait le système d'illumination n'est pas le même. Je vous parlais tout à l'heure de l'image, de la lumière du smartphone. La composante commune de tous ces dispositifs, c'est qu'ils ont rendu indépendant en fait la prise de vue avec l'illumination du smartphone. C'est-à-dire que vous n'allumez pas la lampe torche finalement du smartphone pour faire l'image, et vous avez des bagues de réglage qui permettent d'ajuster la luminosité. Même principe physique, vous avez un tapis sur les animaux de compagnie qui va refléter la lumière. Si vous mettez trop de lumière, l'image va être surexposée. Donc il faut absolument pouvoir régler. Donc c'est là l'avantage en fait de ces dispositifs. Donc c'est la gestion du tapis clair aussi qui a un problème. Beaucoup le savent sans doute, les caméras de votre smartphone, ils ont un problème principal, c'est qu'ils ont du mal à évaluer les contrastes. Si vous faites une image en fait très lumineuse avec quelque chose de sombre à côté, malheureusement, ça va avoir du mal en fait de capter les différences. Et souvent, l'image va être soit orientée sur la surillumination liée à la surexposition, ou sinon trop sombre. Donc ça, c'est le problème qu'on a rencontré pendant l'étude. Le champ d'observation, on en a parlé avant, c'est l'angle de vue en fait que vous allez avoir sur les dispositifs qui vont varier et qui, je pense, vont pouvoir influencer finalement l'appréciation des examinateurs, et aussi la qualité du smartphone. C'est ce que je vous ai. Ça évolue beaucoup en fait ces capteurs. On arrive à des capteurs de plus en plus puissants aujourd'hui. Et le frein principal sur la plupart des appareils, c'est qu'aujourd'hui ils n'utilisent qu'un seul type de smartphone, donc ils sont un peu ancrés dans le passé. Seuls certains dispositifs vont permettre d'adapter votre smartphone. Vous changez votre téléphone, vous n'avez pas besoin de changer le dispositif, et ça va évoluer avec le temps. Donc là, l'étude a été donc publiée la semaine dernière. Donc elle est sortie donc dans Vétérinaire Ophtalmologie, donc le journal référence en ophtalmologie. Cette étude comparative, on l'a rendue accessible par tous. Elle est en open source. Donc si vous voulez la télécharger, vous avez le petit QR code qui est là. Sinon, ça se trouve assez facilement sur PubMed. Vous tapez appareil de rétinographie en fait et Michaud en recherche. Vous le retrouvez facilement. Vous pourrez lire tous les détails de l'étude si vous le souhaitez. Je laisse quelques instants si certains veulent prendre le QR. Alors, mon questionnement, parce que c'est bien beau de faire des images, mais le questionnement qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est est-ce qu'en télémédecine, on va vivre ce qu'on vit actuellement en ophtalmologie humaine, puisque en ophtalmologie humaine, il y a des zones dans le monde, je ne vous l'apprends pas, en fait, qui sont des déserts médicaux, même en France déjà, et que clairement, les ophtalmos ne sont pas toujours obligés d'être présents. Moi, je dis souvent, je demande à mes référents, quand ils envoient des cas, en fait, de me faire des photographies d'œil avec un système codifié. Et j'avais fait une étude dessus, on avait prouvé que 85% des cas, je diagnostiquais déjà avant que l'animal ne mette les pattes dans ma consultation, j'étais capable sur une photographie de dire ce qui se passait, exactement. Et de dire si c'était urgent, pas urgent, etc. Et pour la rétine, c'est la même chose. Et on vit actuellement en fait ce changement de paradigme en médecine humaine, surtout en ophtalmologie, puisqu'il y a énormément d'études en fait en humaine, surtout orientées sur la rétinopathie diabétique. C'est une maladie de la rétine qui est liée au diabète. Certains sont sans doute diabétiques ici. Et vous avez votre endocrinologue qui vous suit, mais vous avez aussi un ophtalmo qui vous suit pour évaluer vos lésions rétiniennes. Et aujourd'hui, justement, dans le suivi de ces affections, ces dispositifs assistés par smartphone ont vraiment une place essentielle pour les gens qui n'ont pas accès forcément aux soins et au suivi. Et les études en humaine ont prouvé qu'il y a plus de 90% de sensibilité grâce à ces dispositifs en fait, d'imagerie rétinienne. Et assistés en fait, par l'IA, on a des sortes d'améliorations cumulatives. C'est-à-dire que des études ont prouvé que l'examen par un humain, on arrivait à peu près à 75% de sensibilité. L'IA seule est à peu près à 60% de sensibilité, mais les deux cumulés, l'IA arrivait à détecter des choses que l'œil humain ne détectait pas, et inversement en fait, par rapport au système. Donc je dirais qu'il y a un effet cumulatif et associatif intéressant. Donc, en adaptant le système de l'œil en fait au deep learning, on va arriver en fait. L'œil, c'est vraiment un système très intéressant, que ce soit le segment antérieur ou la rétine, puisque les images sont relativement standards, du moins chez l'homme. Là, vous avez plusieurs images que je vous ai mis en fait de rétine humaine, une rétine normale, et des évolutions en fait de rétinopathie diabétique en fait avec ces petits points blancs que vous voyez là, etc. Donc c'est quelque chose d'assez conforme. En médecine vétérinaire, on a beaucoup plus de variations puisque les fonds d'œil vont dépendre en fait de la couleur du pelage de l'animal, de l'espèce concernée. Donc on a plusieurs dichotomies, ce qui rend un peu plus compliqué en fait la tâche d'adapter, de faire du diagnostic assisté ou du deep learning en fait par rapport à ces lésions.
Donc chez l'homme, comme chez l'animal, les lésions en général sont bien visibles et on a des gold standards en fait, photographiques qui sont connus en fait, par rapport à ça. En vétérinaire, en quoi ça pourrait nous être utile? Pour moi, c'est les points suivants, donc la consultation à distance, ou du moins le suivi à distance des patients. J'ai pas mal de personnes qui doivent faire 2 heures, 3 heures de route, etc. Et on en perd en fait avec le temps de manière mécanique, forcément, ils se fatiguent, surtout quand l'essence augmente comme ça augmente actuellement. Ça va me permettre moi aussi de faire un triage en fait à distance, c'est-à-dire si le vétérinaire est capable de m'envoyer une image de rétine, je pourrais lui dire si c'est urgent de venir voir, ou est-ce qu'il faut directement aller vers un chirurgien rétinologue par rapport à l'affection présente animale. Et aussi d'avoir un second avis rapide. On est dans une ubérisation aujourd'hui de la profession, les clients, les vétérinaires veulent tous une réponse tout de suite maintenant. Ce système-là permettra effectivement du coup d'avoir une aide au diagnostic quasi instantanée, voire directe, puisque c'est l'autre projet de recherche en fait que je mène actuellement, je vais vous en parler après, c'est d'intégrer dans ces systèmes assistés par smartphone de l'IA pour voir si on arrive à l'éduquer, pour lui faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une lésion rétinienne, et que le vétérinaire, juste après son examen, puisse avoir un compte-rendu détaillé là-dessus. Et je ne suis pas le seul à me pencher là-dessus, puisque William Beltram, à UPenn, l'université de Pennsylvanie, a développé un projet pareil. On est assez généreux en fait en ophtalmologie vétérinaire, puisque c'est complètement en open source. Donc vous pouvez vous y rendre, ça s'appelle le Dog AI. C'est un site internet sur lequel on va pouvoir déposer des images et de rétine et avoir une évaluation assistée par IA. Sur ce modèle-là, je vous en fais une petite vidéo pour vous présenter en fait le dispositif. Donc très simple. Donc on dépose les images de rétine, donc on a une rétine qui est qu'on juge comme si elle était anormale, donc on charge les fichiers, on voit déjà que là il n'y a pas beaucoup de vaisseaux en fait au niveau rétinien par rapport à une rétine normale. Donc on renseigne les paramètres de l'animal, un golden retriever en fait d'un certain âge, etc. Donc l'IA va considérer ces éléments en fait, je dirais anamnestiques dans le cortège du flux d'informations pour voir quelle est la probabilité qu'il y ait telle pathologie, etc. Ensuite, il y a un travail, une remontée des informations qui est faite, et avec une prédiction en fait, par rapport à l'affection, mais qui ne fonctionne que sur l'atrophie rétinienne progressive de la rétine, chez le chien. Donc c'est très ciblé, très centré, mais je dirais aujourd'hui ce sont les balbutiements, en fait, finalement l'initiation de l'assistance par IA, en fait, des dispositifs pour l'évaluation des images. Par contre, ce n'est pas un système intégré dans nos systèmes qui prennent les images, c'est un système où il faut placer soi-même les images. Et nous, c'est ce qu'on conçoit aujourd'hui, en fait, donc par rapport à ça. Je vous mets le petit QR code, donc le Dog AI, il y a un site internet dédié en fait, donc uniquement pour l'atrophie rétinienne. Et bien sûr, il y a une évolution vers les autres modèles à la clé. Et donc l'avenir, pour moi, c'est l'intérêt en pratique de ces systèmes d'imagerie, puisqu'en fait, ils vont permettre d'évaluer, par exemple, sous la rétinopathie hypertensive en fait, du chat, les différents stades, avec l'augmentation, l'évolution des lésions, donc le suivi facile. On en parlait hier avec Valérie Chedboul. Aujourd'hui, les praticiens, quand ils évaluent un chat hypertendu, ils prennent la pression artérielle. Cette pression artérielle, elle est modifiée par le stress, d'accord ? C'est ce qu'on appelle des hypertensions qui peuvent être situationnelles. Le chat est stressé, la pression augmente. C'est un vrai problème en pratique. La rétine, elle présente un vrai avantage en pratique, c'est qu'elle ne change pas. On peut être stressé, la rétine ne va pas changer morphologiquement. Donc le diagnostic est beaucoup plus sûr en fait par rapport à ces examens-là. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de modéliser cette rétinopathie hypertensive en fait chez le chat pour essayer de trouver les caractéristiques clés, d'éduquer l'IA et faire aussi un système de télédiagnostic via un cloud avec une société donc, qui est Wikioptics, qui nous a mis à disposition des appareils qu'on va transmettre à des vétérinaires généralistes, donc qui ne connaissent pas grand-chose à l'ophtalmologie vétérinaire, et qui, dans leur évaluation ou dans le suivi des animaux hypertendus, on va leur demander de faire des photos de rétine. Ces images vont être diffusées sur un cloud. Plusieurs vétérinaires ophtalmos dont je fais partie vont évaluer ces images et on va remettre une couche d'IA en fait, par-dessus pour voir si l'IA est capable d'avoir le même avec nous et de l'éduquer dans ce sens-là. L'objectif à terme, c'est que les vétérinaires puissent disposer d'un appareil en clinique qui permet d'avoir une appréciation directe avec une probabilité en fait, lésionnelle qui va permettre aussi d'archiver les images, de suivre l'évolution et donc création d'un dataset par rapport à tous ces éléments-là. Donc ça, c'est le futur proche et peut-être que l'an prochain, j'aurai des pré-résultats à vous montrer. Je vous remercie de votre attention et puis bon, ça c'est la vue depuis les montagnes chez moi.